bien bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de podcast, 10e épisode dans lequel on retrouve Léo qui est un habitué. Bonjour. Salut. Et puis on a deux nouvelles voix, des voix plus féminines, il y a Anaëlle. Salut. Et Angélique. Salut. Du coup voilà, deux nouvelles voix. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux? Anaëlle, tu y vas? Bah carrément. Moi je suis la copine de Léo et je m'appelle Anaëlle. J'habite à Rancon avec Léo et je tiens une friperie. Donc voilà. Et je suis là pour parler avec vous de voyage. Ouais, c'est ça. Et toi du coup Angélique? Alors moi je suis Angélique, la copine de Mathéo. J'habite en Haute-Vienne, je suis chauffeur taxi VSL. Je suis là pour parler de voyage et peut-être des voyages que je fais toute la journée avec mon taxi. Ok. Est-ce que vous avez des petites recommandations culturelles vite fait? Moi, la reco est très en lien avec le thème d'aujourd'hui, parce que j'aimerais vous parler d'une agence de tourisme un peu particulière. Ça s'appelle Escayala. Et en fait, c'est une copine à moi qui a ouvert ça. Elle a voyagé en sac à dos dans tout le Moyen-Orient et elle s'est installée en Jordanie. Et maintenant, donc, elle propose de vous créer votre séjour sur mesure. Et nous, on a fait appel à elle pour un voyage en Jordanie et ça a été génial d'avoir son aide en fait pour avoir plein de recommandations, des petits tips sur la monnaie, comment ça se passe, où dormir, quelques mots à dire dans la langue de là-bas et tout. Donc voilà, ça c'est quand même un vrai plaisir de faire appel à elle et elle est trop chouette et c'est vraiment une belle personne, donc petite reco. Ok, donc pour les gens qui veulent voyager, vous savez vers qui vous tournez, il y a un compte Insta et tout ou... Ouais, elle est sur Insta, Facebook et elle a un site internet aussi, donc ça s'appelle Escayala et peut-être qu'on pourra le mettre dans la je verrai, ouais. Voilà. Carrément. Ce qui est super avec Axel, c'est qu'elle habite sur place et donc elle connaît tous les petits artisans locaux, elle connaît des petites adresses et elle fait connaissance avec les gens sur place. Donc en fait, on a une exclusivité un petit peu sur la découverte du pays, quoi. On peut même aller dans le désert avec son conjoint, son copain, parce qu'il est bédouin. Et donc il offre des séjours adaptés aussi dans le désert, avec une nuit dans le désert. Il fait à manger lui-même, il prépare le feu et tout. Et c'est vraiment une expérience à vivre, quoi. Voilà. Ok. Ouais, donc du coup, tout à fait en lien avec le sujet du jour. Ok. Angélique, est-ce que tu as une recommandation Moi, ce sera un film, je suis pas du tout ciné, mais c'est un film qui a vraiment marqué ma vie. Ça s'appelle Pauvre créature, de Yorgos Lanthimos. Je sais pas si je le prononce bien, je suis désolée. Merci Léo. C'est un film qui relate de la vie d'une défunte, mais qui revient à la vie grâce à son créateur, je dirais. C'est assez particulier, c'est une ambiance vraiment très, très, très particulière, mais qui a réussi à me tenir jusqu'à la fin du film. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment particulier dans les couleurs, dans le son, dans les paroles. Tout est vraiment très particulier dans l'univers de ce film. Apparemment, le créateur du film, aurait fait d'autres films que j'ai vraiment envie de voir. On essaiera de prendre le temps de faire ça. Ouais. Voilà, ce sera ma recommandation du jour. T'as dit Canine, il a fait un film qui s'appelle Canine qui est formidable. Ok. Je note. Ok. Toi Léo, t'as des petites recos? Ouais, alors ça va être aussi en rapport avec le thème du jour. En fait, moi je suis passionné de lieux un peu insolites et je vais beaucoup voyager avec mon métier en France, un peu partout, et j'adore découvrir des lieux atypiques et j'en ai quelques-uns que je peux citer. Les carrières ça s'appelle les Lapidiales. C'est en Charente-Maritime. Okay. C'est une carrière à ciel ouvert où il y a énormément d'artistes, de sculpteurs qui chaque année sculptent en direct sur place devant les gens. Et c'est des sculptures complètement hyper originales puisqu'il y a des crânes, des fœtus. Ça peut être un peu glauque, mais avec la végétation qui rentre à l'intérieur, c'est trop trop beau. Donc ça, c'est un lieu que je conseille. Ça fait penser à la demeure du chaos à Lyon. À côté de Lyon, ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Des lieux comme ça, comme le palais du facteur cheval, ou le village du poète ferrailleur en Bretagne. Ah, celui-là, je connais pas. Ça, c'est trop chouette aussi. On n'y est jamais allé, mais ça a l'air d'être très très bien. Ok. De mon côté, je vous avais parlé dans un autre épisode de Drumeo, une chaîne YouTube américaine qui fait venir des batteurs plus ou moins connus pour refaire des morceaux à la batterie.
Et je suis tombé sur l'équivalent français de cette chaîne YouTube-là l'autre jour, qui s'appelle le Pumchak TV. Et alors, c'est pas des batteurs aussi grands que le batteur de Red Hot ou de Dream Theater ou autre, mais c'est des batteurs qui sont français du coup, qui jouent parfois dans plusieurs formations, donc ça permet de découvrir plusieurs groupes qui intéressent peut-être certaines personnes au niveau du style de musique, etc. Et le principe est le même, c'est un batteur qui écoute une première fois un morceau qu'il ne connaît pas, d'un groupe qu'il ne connaît pas ou juste de nom. Et ce morceau-là, les gens du studio ont enlevé la batterie. Donc ils écoutent le morceau sans la batterie, il faut qu'ils refassent eux comment ils auraient fait la batterie sur ce morceau-là. Oh, c'est génial. Donc du coup ça donne toujours des scènes un peu sympas, des morceaux de batterie qui sortent de nulle part et qui passent trop bien, des propositions différentes. Donc voilà. Donc Pumchak TV que je plus sois et puis voilà. Trop chouette. Et ça donne vraiment différemment que les morceaux. C'est génial. Par exemple, il y en a un que j'ai regardé forcément sur Gojira, où c'est un batteur qui a déjà fait plusieurs épisodes avec Pumchak et du coup il refait un morceau de Gojira et au départ il n'a pas compris que c'était Gojira, voilà. Et du coup c'est pas un batteur de gros métal à la base, donc il fait pas de double pédale au niveau technique. Donc refaire du Gojira sans la double pédale, c'est un peu compliqué parce que même si t'as pas la partie batterie derrière, il entend quand même que c'est un morceau qui est propice à avoir une grosse double pédale qui va bastonner la grosse caisse. Et donc il le fait différemment et ça donne une autre proposition qui est pas dégueu et qui est intéressante aussi à côté du morceau original, quoi. Faudrait qu'on aille voir. Ouais. Donc non, franchement c'est cool. Voilà. Bon du coup, sujet du jour, vous l'avez compris, on parle de voyage. Et donc vous, justement, vous revenez d'un voyage au Bénin. Ouais, okay. Un mois. C'était long. Alors oui, un peu, parce qu'on y est déjà allé ensemble il y a 2 ans. Et on y était partis, je crois, 3 semaines. C'est ça. Et en fait, moi, c'est un pays que je connais bien parce que j'y suis né et j'y allais tous les ans depuis toujours. Donc moi je commence à faire un peu le tour. Toi Anaëlle, on a fait des trucs un peu différents cette année quand même. Ouais, on a fait des trucs différents, puis c'est toujours chouette de découvrir et de changer un petit peu de culture et de paysage. Mais moi j'avais déjà fait pas mal de pays en Afrique de l'Ouest. J'avais fait le Togo qui est collé au Bénin, qui a une culture assez similaire. Et j'ai fait aussi la Côte d'Ivoire. Et donc, je commençais à bien connaître. Mais là, c'était chouette parce que c'était 1 mois de vacances, mais vraiment reposantes. Parce que les parents de Léo ont construit une maison. Et donc, en fait, c'est un peu comme une maison de vacances. On y va, on connaît un peu du monde. Les voisins, on les connaît depuis toujours. Léo et ses parents, ils sont vraiment hyper intégrés dans le village où ils habitent. Et c'est assez particulier parce que c'est un village qui est vraiment en brousse, au milieu de nulle part. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau courante, il faut aller puiser l'eau, etc. Donc on vit un peu comme eux, avec quand même un confort que eux n'ont pas, mais qui est très différent de ce qu'on a en France. Mais c'était quand même très chouette de vivre ça. On a voyagé un petit peu dans le pays tous les deux. On a pris la moto et on est allé un peu visiter quelques villages dans les environs. Et on a pris les taxis brousse aussi. Je crois que c'était peut-être la première fois que tu prenais, toi. Ouais, c'était la première fois et c'est une expérience vraiment chouette à vivre, hein, avec vraiment les locaux. Et on est parti sur une route pendant plus de 2 heures à changer de taxi. On est plus de 20 dans un petit camion. Et c'est très, 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 très intéressant. Est-ce que le taxi brousse, c'est un truc vraiment intégré là-bas ou c'est... Ouais. Tout le monde utilise ça. En fait, là-bas, il n'y a pas de transport en commun. Et donc, c'est des espèces de combis avec des banquettes derrière. Et donc, on monte à 20. Et en fait, le combi ne part pas tant qu'il n'est pas plein. Donc, des fois, ça peut t'arriver d'attendre pendant une demi-heure, 3/4 d'heure avant de partir parce que ils sont pas pleins. Et en fait, ils font toujours le même trajet. Là, en l'occurrence, on a fait Cotonou-Porto Novo. Donc c'est une route d'environ 2 heures et en fait c'est souvent des femmes. Moi j'ai pas vu beaucoup d'hommes voyager dans ce genre de véhicule et en fait c'est des femmes qui font les marchés à Cotonou et qui du coup reviennent avec leurs marchandises. Donc ils mettent tout ça sur le toit du camion et c'est super drôle parce que c'est des chargements qui sont monstrueux. Nous ça nous fait toujours rire de voir ce genre de chargement.
Et c'est une organisation que quand tu connais pas, c'est quand même impressionnant à voir parce que pendant le trajet, tu as quelqu'un les rabatteurs qui sont aussi dans le van, parce qu'à chaque arrêt, leur but c'est d'aller trouver des clients pour qu'ils rentrent dans le camion. Et ces rabatteurs-là, pendant le trajet, ils te réclament de l'argent. En général, c'est pour avancer le carburant parce que ils n'ont pas forcément les sous pour le faire. Et après, ils te rendent la monnaie quand ils ont été payés par plusieurs personnes. Et tu te dis, attends, je vais lui donner un billet de 10 000 francs, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il va en faire. Et au final, il te les rend. Mais je ne sais pas comment ils s'en sortent au niveau de leur monnaie et de se souvenir quel argent il doit à qui. Moi, j'étais perdu. Et est-ce que c'est facile d'aller au Bénin ? Parce que je crois qu'il y a eu une épopée avant le voyage pour rejoindre le pays. Alors, est-ce que d'habitude, c'est facile ? Normalement, c'est super simple. Ça dépend de quelle compagnie tu choisis, mais il y a pas mal de compagnies qui font le trajet. Mais nous, là, on avait pris Bruxelles Airlines. Et du coup, on faisait Paris-Bruxelles et ensuite Bruxelles-Cotonou, avec un stop à Abidjan pour prendre d'autres passagers qui font Abidjan-Cotonou. Et donc ça, c'est le voyage habituel. Sauf que là, nous, on est tombé sur un avion, malheureusement, qui n'a pas pu décoller à cause d'un problème technique. Et donc là, on a eu une grande aventure avec les billets d'avion. On a été, du coup, dans un hôtel pour dormir le soir à Bruxelles. Ensuite, ils nous ont envoyés à Istanbul pour faire ensuite Istanbul-Abidjan, Abidjan-Cotonou. Et ça a été tout un truc parce que en fait on était crevés, on n'a pas capté qu'il y avait 2 heures de décalage et on a failli louper notre correspondance. C'était plutôt drôle, mais Léo a eu très peur de louper l'avion. Ouais. Surtout quand tu arrives 6 heures en avance et que tu finis par presque louper l'embarquement. C'est erreur de débutant. Ouais. Mais ok. Ouais, donc pas simple ce coup-ci, mais non, les aléas du direct, quoi. En général, c'est 7 heures, c'est quasiment direct Paris-Cotonou. Et puis, donc tu peux le faire en avion. Mais je sais pas si vous en avez déjà parlé dans le podcast, mais Léo, avant, avec ses parents, faisait le trajet Limoges-Cotonou en voiture. Ouais, je crois que tu en avais parlé une fois. Je me souviens de bivouac dans le désert et tout ça. Donc c'est possible de le faire en voiture. Maintenant, c'est peut-être moins possible parce qu'il y a certains pays où les frontières sont fermées. Mais je crois que c'est encore possible en passant par le Sénégal, Mauritanie-Sénégal. Ouais, par la côte, quoi. Ah, mais là, du coup, c'est un long voyage. Ouais, c'est vachement. Ça rallonge vachement. Ouais. Ça doit faire 12-13 000 km comparé à 9 000 quand on traçait tout droit avec Algérie, Niger, Bénin. Mais c'est encore faisable et je perds pas l'espoir d'un jour le refaire. Ok. Là, t'as eu une petite graine qui s'est plantée le mois dernier quand on y était. T'avais très envie de refaire le trajet pour retourner en fait en France. C'est ça, parce qu'en fait, j'ai appris qu'on pouvait acheter une moto sur place assez facilement. Et c'est des motos que tu peux passer les frontières sans problème. Donc, acheter une moto là-bas et revenir avec, petit rêve. Eh bah, vas-y. Ma première moto, on ira la chercher là-bas. Voilà, ce que j'allais dire, Mathéo, si t'es chaud, let's go. J'allais dire exactement pareil, c'est fou. J'allais dire on pourrait y aller tous ensemble et ramener plusieurs motos, du coup. Vas-y. Mais alors, on peut les ramener entre plusieurs pays, mais par contre, en France, elle ne sera pas homologuée. Donc, il faut la revendre au Maroc ou je sais pas, mais dommage. Oh, zut. Parce que ça fait quand même un putain de souvenir, quoi. Tu vas dans un pays, t'achètes ton moyen de retour, et c'est quand même le but de pouvoir le garder et le bichonner parce qu'il t'a... Ouais, c'est sûr, il t'a transporté. Du coup... Vous en avez parlé vite fait tous les deux, mais c'est pas le seul voyage que vous avez fait dans votre vie. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a marqué et où est-ce que c'était ? S'il y en a plusieurs, Alors, il y en a plusieurs. En commun, on a la Jordanie parce qu'on a fait ça il y a 2 ans et c'était vraiment trop bien. Sinon, moi, c'est la Colombie que j'ai fait avec mon père. Je suis parti 1 mois sac à dos avec mon papa qui avait 70 ans à l'époque. Il est toujours vivant, hein. Il avait 70 ans. Et du coup, on a traversé toute la Colombie. Enfin, c'était une expérience géniale. En plus, il parle très bien espagnol. Il était anciennement prof d'espagnol. Et c'était un moment de partage vraiment très cool. Très bon souvenir. Voilà. Ok. Du coup, Colombie. Et toi, Nel, t'as parlé du Togo, mais... Ouais, mais compliqué parce que je pense que tous mes voyages m'ont vachement marqué et m'ont vachement plu. Mais je pense que celui qui m'a le plus changé, ça doit être le premier. Je suis partie 1 mois et demi seule au Togo
pour un stage pour ma première année d'études. Et en fait, ça a été, j'ai fait ça un peu à la va-vite et j'ai vécu plein de choses qui m'ont appris beaucoup de choses déjà sur moi, sur ma capacité à m'adapter. Enfin, c'était fou. J'étais partie, j'avais 20 ans, je crois, 19 ans. Et je pars toute seule à l'autre bout du monde. C'était un vrai challenge et je pense que j'ai pas trop réfléchi en partant et du coup c'est ça qui m'a permis de vivre une expérience aussi vachement formatrice. Et c'est pas le meilleur voyage que j'ai fait au niveau découverte c'est pas les paysages que j'ai le plus aimé, mais je pense que c'est celui qui m'a le plus apporté et je pense que c'est ça que je retiens de mes voyages le plus. C'est ce que ça vient jouer chez toi, en fait, les voyages. Et du coup, je pense que je dirais le Togo. Mais au niveau époustouflant et culture et tout, c'est la Jordanie. Je crois que j'ai adoré. On n'est vraiment pas resté longtemps. On est resté 1 semaine. Et on a vécu plein de choses. Le paysage est merveilleux. Les gens sont adorables, mais vraiment. Je pense que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pays-là. Et pour les gens en général, quoi. Ok. Angélique, t'as voyagé aussi? Pas vraiment, pas beaucoup en tout cas. J'ai fait un seul vrai voyage dans ma vie. C'était en Irlande qu'on est partis ensemble. Ah oui. Ah oui, comme si tu t'en rappelles pas. On est partis l'année dernière en Irlande. C'était la première fois que je prenais l'avion. C'était la première fois que je quittais vraiment la France. J'ai presque 30 ans. Ça avance et ma vie a fait que j'ai pas pu voyager et les premières fois la première fois on part dans un pays, on parle anglais et je parle vraiment pas anglais, c'est compliqué l'anglais. Ça aurait été sympa de partir dans un pays plutôt francophone pour commencer, c'était pas le cas, mais les paysages sont incroyables, les gens sont hyper gentils, enfin c'est très européen encore comme pays, mais les gens sont vraiment pas pareils, ils sont hyper ouverts, hyper avenants. J'ai fait rire tout le monde avec mon accent anglais parce que mine de rien, j'ai quand même essayé de parler anglais. Alors c'était très atypique comme accent, hein, mais j'ai fait rire tout le monde. Les gens sont vraiment hyper gentils, hyper bienveillants envers moi qui essaye de parler anglais alors que ils ont probablement rien compris de ce que je leur racontais. Les paysages sont incroyables. On a fait des randonnées, mais des randonnées de fou. On a monté des montagnes beaucoup trop hautes pour mes petites jambes. Je voyais la montagne se rapprocher quand on s'approchait en voiture, et plus ça allait, plus je me disais « Ah non, mais je peux pas monter, hein. Non, mais c'est beaucoup trop. Hein. » Et au final, tu l'as fait ? Et au final, je l'ai fait. Et cette année, on devait partir probablement au Portugal. Mais j'ai une fracture de la cheville, donc il est possible que tout ce qui était ça repousse un peu, entrepris avant l'été soit repoussé à peut-être pendant l'hiver ou l'année prochaine, on verra. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai que l'Irlande, ça m'a fait du bien parce que c'est un des rares voyages que j'ai fait. C'est le seul voyage que j'ai fait où c'était moi l'adulte. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Ah ben carrément. Tu te dis, là, il n'y a personne pour me dire ce qu'on va aller visiter ou quoi, même si quand t'es avec d'autres gens, tu exprimes ton avis et tout ça. Mais là, au moins, t'es tout seul. On dormait chez l'habitant avec des Airbnb. Donc ça nous apportait aussi un peu de culture de comment ils vivaient tout ça, surtout le premier. On arrivait chez une dame qui était adorable, une architecte d'intérieur, je crois, et qui vivait sur la côte ouest de l'Irlande. Et d'ailleurs on a eu des pensées pour elle il y a pas longtemps parce qu'ils se sont pris des grosses rafales de vent. Ah ouais ? Ouais, il y a eu du 180 je crois sur la côte, mais vraiment vénère. Hein. Et quand je voyais un peu les médias en parler, apparemment c'était pas anodin ce qui s'est passé là-bas. Donc j'espère que les gens chez qui on a pu dormir sur place vont bien, n'ont pas eu de casse ou le moins possible. Du coup voilà, mais ouais, le fait d'être l'adulte. Ouais. Et puis maître de ton voyage, quoi. C'est toi qui choisis quand et comment, ça c'est trop chouette. Mais du coup, on a fait toute la côte ouest, enfin quasiment toute la côte ouest irlandaise en voiture. Donc on est parti de Dublin sur la côte est pour le coup. On a traversé tout le pays en voiture pour arriver sur la côte ouest avec conduite à gauche. Oh là là. Du coup, on pouvait avoir qu'un seul conducteur parce que malheureusement, il fallait quand même gérer le budget et la location d'une voiture avec un autre conducteur, c'est encore plus cher. Donc on a choisi Mathéo.
pour qu'ils conduisent tout le long du voyage. Du coup, c'était un petit peu long de traverser tout le pays, mais mine de rien, on a vu beaucoup de choses du pays et on a vu les paysages changeants en passant de la côte est à la côte ouest. Et c'était vraiment très très beau. Et de passer de la côte est, Dublin, on partait de la ville, de la capitale, à rien. Ah ouais. Rien. Au milieu de l'Irlande, il y a rien. Des moutons. Et encore des moutons. Et la côte ouest, incroyable. Enfin, dès qu'on a atteint la côte, on a vu des paysages mais absolument incroyables. Enfin, on est arrivé au printemps, les fleurs, les plantes étaient fleuries. C'était fou. Mathéo, il en pouvait plus, mais il a trouvé ça incroyable. Ah ouais, non, mais franchement, sur une semaine, on a eu une chance, mais pas possible. On a eu beau temps quasiment toute la semaine. Fou, À chaque fois qu'on était dehors, on n'a pas eu de pluie, ou alors c'était des toutes petites averses. Vraiment, on a vraiment eu de la chance. Et puis les lacs du Connemara et tout, c'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi tu rigoles, Angélique? Parce que Mathéo, la première fois qu'il a pris la voiture, alors sortir de Dublin, ça s'est très bien passé. Par contre, arriver 150 km plus loin peut-être, donc on a quand même déjà fait 150 km, hein. Il a déjà essayé un petit peu la voiture. On arrive à un carrefour de circulation pour aller dans un magasin chercher un petit biscuit, enfin quelque chose pour faire un petit peu de ravitaillement. Et là, Mathéo se retrouve au carrefour, au milieu de la voie, qui n'est pas du tout la sienne. T'étais à droite Face à des voitures. Waouh. J'étais à droite, c'était un feu rouge, mais du coup, il allait passer au vert bientôt, tu vois. Genre, et puis, c'était pas un petit carrefour, c'était un carrefour genre à 6 voies, un truc comme ça. Donc, t'as du monde de tous les côtés avec les Irlandais qui se demandaient ce que je foutais là. Et toi aussi, tu te demandais ce que tu foutais. J'avais pas compris. Moi, alors, moi, j'ai oublié. une question. Le levier de vitesse, il est de quel côté? Il est toujours au milieu de la voiture, hein, le levier de vitesse. Ouais, il change pas. Ok. Et pour doubler, c'est pas trop compliqué? Non, vraiment, ça va. Enfin, après, c'est compliqué en Irlande parce que les routes qu'on a empruntées sont vraiment étroites. D'accord. Même celles qu'on a en Haudienne, là, il y en a où elles sont petites, mais tu peux doubler ou croiser quelqu'un quand même, quoi. Finalement, Non, les là-bas, routes de Creuse sont si larges. Là-bas, ils ont pas des haies, ils ont des murets partout. Ah et oui. donc du coup, ce qui fait que tu peux pas forcer un peu sur la nature, tu vois, pour passer. C'est mort. Sinon t'abîmes la voiture. Et en plus, c'était pas la nôtre, donc c'était. Non, il y avait des endroits où on suivait des tracteurs pendant longtemps sans pouvoir rien faire. Et c'est des routes à double sens. Donc c'est qu'en face, le tracteur, il croise d'autres gens, et donc t'as des voitures qui reculent sur des kilomètres pour pouvoir. Enfin, c'est. Il y a des endroits où c'est vraiment chiant. Mais non, c'était chouette de voir tout ça. Il faut savoir que les champs de moutons là-bas sont pas clôturés. Les moutons sont dans des pâtures gigantesques. Et du coup, c'est simplement clôturé. Enfin, c'est même pas de la clôture, du coup, c'est des murs en pierre au bord des routes. Et c'est tout. Et ce qui fait que le passage urbain est vraiment très compliqué. Mais bon, après, ça fait tout le charme du pays. Et les gens sont quand même moins pressés qu'en France. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, chouette voyage. Et vous avez visité des châteaux, des choses comme ça ou pas? Alors non, on a vu des ruines, parce que mine de rien, il y en a quelques-unes sur la côte, des vieux phares ou des vieilles forteresses de garde ou de trucs comme ça sur la côte ouest. Et sinon non, au niveau château... Les châteaux sont plus dans les terres, et nous on n'a quasiment pas fait les terres, on a fait toute la côte ouest. Et la côte ouest, par contre, il y a beaucoup plus de ruines, ouais. Et c'est un pays qui te plairait beaucoup, Léo, parce que il y a des bâtiments, des maisons abandonnées partout. Le rêve. Partout. Oh là là, trop bien. Ouais. On n'a pas fait 50 km sans se dire une maison abandonnée, Léo serait très content. Une maison abandonnée, Léo serait très content. Non. Chaud, parce qu'on venait d'arriver sur le pays, vraiment. Je crois que le moment où on a vu le plus d'endroits abandonnés, c'était vraiment la route entre j'ai oublié. Dublin et notre première Airbnb qui était complètement de l'autre côté du pays. Ok, mais surtout si tu connais pas la loi aussi du pays c'est et ça. tout, si tu te retrouves en garde à vue, comment ça se passe là-bas? Parce que mine de rien, il y a des maisons comme en France qui ont l'air complètement abandonnées, alors que pas du tout, tu vois. Genre, d'un côté, tu voyais un truc en friche et tout, et puis dès que tu passais un peu plus loin de la maison, tu voyais qu'il y a une voiture derrière et qu'elle était en bon état, la voiture. Elle l'attendait pas là dehors depuis un moment. Non mais Léo il me fait rire parce qu'il dit oui ça doit faire peur de pas connaître les lois et tout, mais ça t'a pas dérangé en Jordanie d'aller faire de l'urbex toi? Et toc. Mais ouais, ça se trouve j'aurais pu finir en prison là-bas.
C'était un parc d'attractions abandonné. Attends, comment faire pour Oh, ne pas y aller là, on peut pas reculer. j'avoue, Là. c'est tentant, ouais. Ah ouais, non, c'était un bord de route, il y avait personne autour. Et puis ça valait le coup, c'était trop cool. On va passer à la France, parce qu'on parle de pays étrangers depuis tout à l'heure, mais finalement, en France, il y a quand même des endroits qui sont sympas. Oui. Donc, parmi ces endroits, est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué ou que vous aimeriez visiter ? Alors moi j'adore le Limousin. C'est pour ça que pour le moment on reste ici, parce qu'il y a de la forêt, il y a un petit peu de monts. C'est pas très très haut, mais quand même. Il y a des rivières, il y a beaucoup de lacs. Moi j'adore tout ce qui est lac pour faire de la voile et tout, j'aime trop ça. Après, Bretagne, je connais pas trop, mais Annelle est d'originaire de Vendée, donc pas trop loin de la Bretagne. Donc je crois que tu y allais pas mal de fois. Et on ira ensemble parce que ça a l'air d'être trop trop chouette. Sinon, tu veux parler d'endroits en France, toi, ou pas ? Moi, je pense que c'est ce que je me suis fait comme réflexion la dernière fois. Moi, mon frère, il est très... Enfin, tu vois, il fait attention à son impact écologique, etc. Et on a beaucoup de discussions autour de ça. Et lui, il veut pas prendre l'avion parce que du coup, tu as un coût énergétique qui est monstrueux. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger, mais pas beaucoup en France. Tandis que lui a beaucoup voyagé, il a son van et tout. Et du coup, il découvre des lieux en France qui sont sublimes. Et là, j'ai très envie de faire un peu comme lui et de voyager en France et de découvrir. Je suis jamais allée dans le sud, enfin Marseille, Nice, je ne connais pas. Et c'est très différent de là où j'ai grandi ou de ici, même dans le Limousin, tu vois. Et je trouve que c'est dommage parce que au début, j'avais une vision un peu biaisée du voyage. Pour moi, c'était il fallait que je prenne l'avion et que je découvre d'autres cultures. Mais en voyant l'expérience de mon frère et le fait qu'il rencontre des gens aussi en France et qui vivent des expériences aussi qui l'ont forgé, tout comme moi j'ai pu vivre mais à l'autre bout du monde, je me dis mais en fait j'ai pas besoin d'aller dans un autre pays pour grandir et apprendre plein de choses, quoi. Donc j'aimerais bien, mais malheureusement j'ai pour l'instant pas de recommandations en France parce que je connais pas grand chose. J'aimerais beaucoup. Toi, tu veux vraiment aller voir Le Poète Ferrailleur. Je crois que tu m'en parles depuis qu'on se connaît. Donc Bretagne, du coup, pour resituer un peu. Donc ok. Bretagne. Et voilà. Et puis, je pense que c'est peut-être la prochaine chose qu'on fait, là, d'aller en Bretagne pour découvrir. En Bretagne, il y a aussi un musée qui s'appelle Nazia Museum. Je crois que c'est ça. J'espère que je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est des sculptures et peintures complètement futuriste, style un peu alien. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, Mathéo. jamais. Donc complètement fou et très curiosité. Donc ça pourrait être sympa de le faire aussi. Je crois que c'est je sais plus le nom. Je chercherai ça. Ok. Et sinon, on a une idée de grand voyage qu'on voudrait faire avec Annelle. Et pour pas prendre l'avion, on a trouvé une solution. Parce qu'on aimerait beaucoup aller au Pérou ensemble, en Amérique Ouais. du Sud. Là, du coup, c'est vraiment l'autre bout du monde. L'autre, c'est loin de la France, c'est vrai. Et on aimerait vraiment y aller en bateau, en fait, en voilier, faire la transatlantique en voilier. Donc ça, c'est un projet qu'on réfléchit depuis longtemps. Ok, mais que tous les deux ou avec toute une équipe Ah non, avec une équipe, Ok. avec un skipper, en tant qu'équipier. On y serait en tant qu'équipier. Parce que ça me fait penser à ces gars des grimpeurs. C'est toi qui m'en avais parlé, Léo. Des grimpeurs qui ont voulu aller, je sais plus où, aux États-Unis. Au Cap, je sais plus le nom. Ouais, c'est une. Mais un truc mythique de la grimpe, apparemment, une paroi monstrueuse que tu montes en plusieurs fois. C'est ça. Et quand je dis en plusieurs fois, c'est que tu dors sur la paroi et tu remontes le lendemain. C'est El Cap. El Cap. Oui, ça va être ça. Quelque ouais. chose comme ça. El je Capitaine ou un crois. El truc. Capitaine, ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Donc un gros spot d'escalade. Et ils sont partis en bateau. en bateau. Et pour s'entraîner sur le bateau, ils ont fabriqué un mur d'escalade avec des verres et tout. Pour garder la forme au niveau des bras et tout. C'est ça. Pour pouvoir Et ils l'ont grimper fait facilement. 2 fois. Et là, ils ont fini il y a pas longtemps, la 2e fois. Ok, d'accord. Ouais. Alors j'avais vu l'expédition qu'ils ont Avec le documentée pour la reportage première. et tout, ouais. qui était trop bien. Mais du coup, l'ambiance doit être plutôt cool parce qu'ils ont pris des gens qui s'y connaissent en navigation pour pouvoir quand même arriver à bon port sans être trop dans le danger. Et il a fallu s'entourer d'une bonne équipe. Et puis, mine de rien, une fois sur place, il y a tout le reste, quoi. C'est ça. Et eux aussi, ils avaient une démarche de ne pas utiliser d'avion. Après, ils ont acheté un van, je crois, qu'ils ont revendu. Ils ont fait du stop pour accéder au lieu. Ouais, c'est vraiment des vrais aventuriers sportifs.
Donc ok. Et vous, par rapport à la France Alors pour le coup, moi la France, je connais un peu plus. Je suis normande d'origine, donc je connais bien la Normandie. J'ai une partie de ma famille qui a été exportée, entre guillemets, au Pays Basque, donc je connais très bien le Pays Basque aussi. C'est vraiment les 2 régions de France que je connais le plus. J'ai déménagé pas mal de fois, donc du coup la Normandie, l'Allier, la Haute-Vienne maintenant. Et là, j'y ai habité pour le coup, donc j'ai découvert des... Ouais, c'est pas des cultures différentes, hein, loin de là, mais mine de rien, il y a quand même pas mal de différences entre tous ces départements et ces régions, en tout cas. Ma sœur habite du côté de Narbonne, et donc du coup, j'ai un peu découvert ce côté... cette côte française qui est aussi complètement différente. Mais c'est vrai que je pense que dans toute ma vie, je suis très intéressée par les côtes et très peu par les terres, mine de rien. Alors la montagne, très très peu. Je suis vraiment jamais allée à la montagne, pour le coup. Une fois, mais là, on n'a vraiment pas eu de chance. Une semaine à la montagne où il a plu tout le temps. Ah ouais, relou. Donc on n'a vraiment pas fait grand-chose. Et c'était encore la période Covid, donc c'était encore assez compliqué de pouvoir sortir tranquillement. Voilà, sinon en France j'aimerais vraiment découvrir les gorges de Caqueta qui sont entre la France et l'Espagne, qui sont des gorges absolument incroyables. J'aimerais vraiment y aller. Et l'idée, c'est d'acheter un van dans pas très longtemps. Alors, les fonds manquent un petit peu, mais j'y crois encore et toujours. J'aurai un van à peu près aménagé. Je veux pas le grand luxe. Je veux juste pouvoir dormir dedans et éventuellement pouvoir me faire chauffer des pâtes. Et là, c'est parfait. Un réchaud à gaz. On fera l'aménagement ensemble. Avec grand plaisir, Léo. Et Anaëlle, on fera la déco. Voilà, c'est ça. Et toi, Mathéo, du coup ? Alors moi du coup en France j'ai eu la chance de bouger pas mal. Il y a que l'est du pays que je connais pas beaucoup, le nord-est notamment, donc avec le Jura, les Vosges, tout ça je connais pas du tout. Et après il y a vraiment le nord-nord avec Lille, Roubaix et autres que je connais pas non plus. J'y suis passé en voiture mais jamais arrêté. Donc il y a ces choses-là qui me restent à voir en France, mais sinon je vais pas dire que j'ai fait tout le pays et que j'ai tout vu, mais j'ai un lien avec la Bretagne en tout cas. Donc j'aime beaucoup Morbihan, Morlaix, tout ça, c'est franchement chouette. Il y a des super paysages en Bretagne qui sont absolument à voir évidemment. Sinon je suis un grand fan des gorges de l'Hérault. J'adore ce côté rivière, très minéral et très rocailleux aussi. Donc il y a moyen de faire des belles descentes en canoë et juste après grimper une falaise sur le bord de la flotte. Donc ouais, j'aime bien l'Hérault. C'est très, très aride, très sec, surtout l'été. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. J'y suis pas allé beaucoup. J'ai pu y aller avec des copains quand j'étais allé chez eux à Montpellier. Et on était allé prendre le frais au Pont du Diable, un peu plus haut. Du coup, c'est les portes de l'Hérault. Et j'ai fait aussi un camp de vacances escalade canoë. En tant qu'enfant ou en tant qu'animateur ? Non, en tant qu'enfant, en tant que profiteur des activités. Et c'était vers Valence. Et donc là, pareil, des grosses gorges énormes avec rivière rapide et tout le bordel. Donc non, c'était ça, j'aime beaucoup ce genre de paysage en France. On en a pas mal. Et c'est chouette. Du coup, quand vous voyagez en France, vous, ce que vous cherchez le plus, c'est les paysages ou c'est découvrir la culture, les musées, les concerts, les machins, tu vas aller dans un bar et vivre comme ceux qui vivent dans certains départements, ou c'est plutôt vraiment les randos, le canoë, le machin Ouais, je pense qu'on est plus côté nature. Ouais. Moi, je suis vraiment très très rando. Mais j'ai l'impression que l'un va pas vraiment sans l'autre. On peut pas partir dans une région de France ou du monde pour aller faire de la rando sans découvrir la culture locale et les gens, les locaux en fait. Enfin, ça me semble assez compliqué. Et la bouffe, à moins que c'est exactement ce que j'allais dire, à moins qu'on aille faire une rando et que on prenne la voiture pour aller manger un McDo. Mais enfin, dans ce sens-là, ça n'a aucun intérêt. Enfin, voilà. Mais moi, je suis plus orientée rando mine de rien. Ok. Nature et tout. Et toi, Anaëlle, c'est plutôt les villes qui t'attirent dans le voyage en France, ou le paysage, ou les gens ? La bouffe. Non. Non, moi je pense que c'est la vie dans les villes. D'accord. D'abord voir. En fait, moi j'aimerais bien
visiter toutes les grandes villes de France pour voir en fait, parce que je sais que tu vois, j'ai habité à Angers, c'est totalement différent de Paris ou de Limoges, et je sais pas, j'ai trop envie d'aller voir à Toulouse, tu vois, les bars concerts, passer un week-end là-bas, découvrir des petites adresses trop chouettes, des friperies, ouais, carrément, des brocantes, enfin tu vois, je sais pas, j'ai envie de découvrir la vie des gens dans certains endroits de France que je connais pas. Mais c'est vrai que pour des vacances, par contre, là, c'est plus partir dans la nature et tout, tu vois. Mais si je veux faire un voyage, je pense que je veux faire plusieurs pays, enfin plusieurs villes dans le pays. Je sais pas trop, pour voir en gros. Nous, on part souvent en Dordogne. Presque chaque année, on va en Dordogne aussi profiter des canoës. Ah, c'est beau aussi là-bas, j'aime bien. C'est trop bien, à Rocamadour. En Corrèze aussi, moi j'aimerais bien t'emmener à Collonges-la-Rouge. Je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. C'est une ville qui est entièrement faite de briques. C'est trop beau. Mais en plus, cette année là pour 2025, petite aparté, mais je me suis fait un espèce de bingo que j'ai envie de cocher en fait les cases pendant mon année 2025. Et parmi mon bingo 2025, j'ai envie d'apprendre mieux la carte de France parce que je suis pourrie en géographie. Vraiment, je ne saurais pas placer Toulouse, Nice, je n'en ai aucune idée. Et ça, c'est un gros truc. Léo, il est trop fort sur ça. Il fait des expos partout en France. Et quand il me dit, je sais plus où t'étais parti, dans les Vosges ou quoi, je ne sais pas où c'est. D'accord. Bon, et ben je ferai pareil quand je partirai en taxi, que j'irai faire une assistance à l'autre bout de la France, je te dirai Anaëlle, je suis là. Ouais, voilà. Ton je but, mettrai c'est de mettre un petite... point sur la carte sans tricher. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une grosse lacune que j'ai. J'aimerais bien cette année apprendre mieux ma carte de France. Ok. D'ailleurs, toi, Angélique, t'avais commencé une carte des départements dans lesquels t'étais allé en taxi. C'est vrai. Ouais, je sais plus où elle est. Il t'en manque combien, du coup ? Il m'en manque pas mal parce que, mine de rien, j'ai pas eu, entre guillemets, la chance d'en faire plein. C'est que je vais loin, généralement, mais je vais loin, toujours au même endroit. Ah. J'ai l'impression que ce sont toujours les mêmes personnes qui tombent en panne. Il y a des départements de France qui n'ont pas de chance. Alors, dis-moi les départements pour pas que j'y aille, parce que j'ai une malchance avec les véhicules. Typiquement, ne pars pas du côté de Valence. N'habite pas du côté de Valence, c'est pas une bonne idée. En fait, je pense que les gens qui partent en vacances de l'Est vont sur la côte Ouest en général. Et je pense que les gens n'ont pas l'habitude de faire autant de kilomètres avec leur voiture. Les voitures n'ont pas l'habitude de faire autant de kilomètres. Et du coup, quand on fait des 1000 kilomètres sur une semaine, enfin même plus, parce que traverser la France, c'est plus de 1000 km, avec une voiture qui a passé le contrôle technique il y a 1 an et demi, qui est pas... ils n'ont pas l'habitude de faire les vidanges, etc., et d'entretenir leur voiture bien correctement, et finalement, la voiture qui n'a pas l'habitude de rouler, qui ne fait que de la ville, le trajet travail pour aller chercher les enfants, tombe en panne, étonnamment. Pourtant, je trouve que c'est quand même une règle. Quand tu as une voiture et que tu pars pour un long voyage, tu prépares. Tu fais les niveaux minimum à faire, en tout cas. Au moins les niveaux, et puis au moins la pression des pneus, c'est le plus important, quoi. Non, mais ça, c'est les maniaques qui parlent. Alors, je suis pas du tout maniaque, mais j'ai eu une expérience par pas mal de pannes, donc j'apprends de mes erreurs. Et du coup, pour en revenir à mon taxi, j'ai pas fait énormément de départements, mais ça m'apporte beaucoup parce que là aussi, je rencontre les gens. Je rencontre les gens de par mon travail de VSL, où là, je rencontre des personnes qui sont malheureusement malades, qui ont un problème de santé, mais je rencontre les gens qui tombent en panne pour les vacances, pour une situation professionnelle ou autre, et du coup moi soit je les rapatrie chez eux, soit je les rapatrie sur leur lieu de travail. La dernière qui m'a marquée, j'ai récupéré une dame qui est tombée en panne, qui n'est pas tombée en panne, sa voiture a pris feu sur le bord de la route, et je l'ai ramenée du côté, dans le Périgord d'ailleurs, je l'ai ramenée dans le Périgord, et elle devait aller faire un concert dans l'Allier, justement, le village où mes parents habitent. Et du coup, demi-tour, 1 heure avant d'arriver sur place. Et ce genre de rencontre, alors ça me fait voir du pays, effectivement, mais ça me fait aussi voir des cultures et des gens complètement différents. Et c'est absolument incroyable. J'adore mon métier pour ça, parce que, désolée pour mon bilan carbone, mais je voyage tous les jours.
Bah oui, non mais grave. Voilà, En fait, tu voyages avec les expériences des autres et les rencontres que tu fais au fur et à mesure de exactement. tes trucs, quoi. Mm, mm. Enfin, nous, je pense que c'est ce qui nous... Enfin, moi, perso, c'est ce qui me marque le plus dans mes voyages, c'est discuter avec des gens. Là, tu vois, par exemple, au Bénin, les parents de Léo ont des gardiens pour la maison qu'ils ont là-bas, qui habitent à l'année sur le champ dans lequel la maison a été construite. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai préféré là pendant le mois, c'est qu'on a été dans leur quotidien à eux et on a appris plein de choses avec eux. Et là-bas, au Bénin, il y a la religion, c'est le vaudou. Et eux, ils sont là-dedans, ils croient aux entités et tout ça. Et en fait, c'est super drôle parce que on n'a pas eu de pluie pendant un mois entier. Et en fait, des fois, il y avait l'orage qui arrivait au loin et donc on disait il va pleuvoir et tout le monde nous disait non, demain c'est le marché, il va pas pleuvoir parce que en gros on a prié nos divinités pour qu'il ne pleuve pas pendant le marché pour éviter de perdre de l'argent, etc. Tu vois. Mais ils y croient, mais vraiment dur comme fer. Et ça, c'est hyper enrichissant de découvrir ça, quoi. Moi, j'ai trop kiffé ça. C'est chouette, mais ça fait bizarre aussi parce que nous, on est remplis de convictions qu'on a appris et tout dans notre société, à l'école et tout, et eux, ils ont appris des choses complètement différentes. Et moi, je m'en suis vraiment rendu compte avec le rapport avec les animaux. Eux, les animaux, il n'y a aucun... Enfin, c'est par importance, ils n'ont pas un but. Les animaux, en fait, ils servent forcément à quelque chose. Soit c'est se nourrir, soit les chats, c'est pour attraper les souris. Sinon, il n'y a rien d'autre. Alors que nous, vraiment, les animaux de compagnie, c'est quelque chose d'ancré. Et là, par exemple, ils ont une tortue chez eux. Je sais pas si t'es obligé de traumatiser tout le monde avec la tortue. Ah si, enfin, je trouve que c'est intéressant justement de voir leur rapport qu'ils ont. Elle est pas morte, la tortue. Pas encore. Non, en fait, on parle de tortue et je sais plus pourquoi. Ils nous disent oui, on a une tortue, viens, on va te la montrer. Donc on pensait une carapace morte qu'ils ont trouvée, voilà. Mais non, elle était effectivement vivante. Elle est dans la douche, dans une bassine, dans un pot en terre, avec un couvercle par-dessus. Et elle voit pas le jour. Et on se demande pourquoi elle est là et tout. Il nous explique qu'en fait, il y a une femme qui est enceinte dans la famille et elle se lave avec l'eau de la tortue parce que ça purifie le corps. Enfin, c'est de l'eau purifiée. Et on leur a demandé avec quoi ils nourrissaient la tortue. Et ils lui donnent à manger du charbon. Uniquement du charbon. Depuis 2 ans, elle se nourrit que de charbon. La tortue a dû bien filtrer déjà. Oh là là, mais voilà. Et donc ça, c'est juste que nous, on n'arrivait pas à comprendre. Elle est enfermée sans voir le jour et tout. On trouve ça la torture. Et en plus, il faut savoir qu'une tortue, c'est plein de bactéries. Donc se laver avec l'eau de la tortue, c'est quand même moyen. Mais mais c'est des croyances. C'est des croyances particulières, ouais, c'est clair. Hein. Mais en fait, il y a plein de choses qui viennent te bousculer sur tes valeurs et tes convictions. Et moi, je me souviens, au Togo, je suis partie dans une école primaire. Et en fait, là-bas, c'est des écoles où il y a, je crois qu'il y avait 60 élèves dans la classe pour un seul prof, avec pas assez de bancs et pas assez de chaises. Et là-bas, en fait, pour se faire entendre et respecter, les profs tapent les élèves. Et moi, ça m'a... J'ai chialé la première journée en rentrant chez moi parce que c'était hyper dur de voir en tant qu'Européenne la façon dont les enfants étaient réprimandés, tu vois. Et en fait, c'est pas à nous de leur dire non, c'est pas bien de faire ça, on tape pas les enfants. On peut pas leur imposer notre vision européenne et notre façon de faire parce que ils ont leur réalité aussi des choses. Et en fait, si le prof... Alors, je dis pas qu'il a raison de taper. Enfin, franchement, j'adorerais que ça soit autrement. Mais il est seul face à 60 enfants. En fait, oui, si tu te fais pas respecter en faisant un exemple, du coup, ça part en cacahuète. Mais plus ça va et plus il commence à avancer sur ce sujet-là de on ne fera pas les enfants. Mais c'est compliqué à voir en tant qu'Européen et surtout tu ne peux rien faire. Enfin, c'est pas à toi de faire les choses. Tu peux dire nous en France, tu sais, on fait pas comme ça, on fait plutôt comme ça. Mais en fait, tu n'as aucune main prise là-dessus et c'est aussi accepter que c'est différent et voilà. Les colons l'ont fait beaucoup trop et c'est pas à nous de répéter ce genre de choses, quoi. C'est clair, je suis bien d'accord.
La tortue, c'était quand même vachement. Juste avant de partir, en plus, on était en mode on laisse une tortue dans un petit pot en terre, quoi. Enfin, Oui, c'est vrai que la tortue, ça doit être un peu spécial. Ouais. J'aimerais savoir s'il y a d'autres cultures ou d'autres projets de voyage que vous auriez, et donc où est-ce que vous partiriez. En plus, je sais qu'avec les deux couples qu'on est là, nous, on est plutôt pays froid, et vous, plutôt pays chaud. C'est vrai. Donc nous, ça serait plutôt Norvège, Laponie, la Suède. Enfin, ces pays nordiques ont un rapport particulier avec la nature qui laisse beaucoup de droits. Tu peux aller bivouaquer dans la nature, même si le terrain appartient à quelqu'un. S'il n'y a pas de clôture, c'est OK, quoi. Donc c'est des pays qui nous intéresseraient. Voilà, c'est plutôt notre truc. Mais et vous, du coup, ce serait quoi ? Moi, je sais que j'ai jamais fait l'Amérique latine. Donc ça, c'est le Pérou. Je veux trop découvrir ça. Et je pense que ça passe aussi par la nourriture, par aller à Lima, tu vois, et voir en fait comment ça fonctionne, quel transport en commun ils utilisent, tout ça. Moi, j'ai envie de voir ça. Alors du coup, moi, au niveau culture, ce serait plutôt l'Asie. Je connais pas vraiment l'Asie, j'aimerais beaucoup y aller. Et principalement le Cambodge. Et ça se lie avec le paysage, parce que depuis toujours, j'ai le rêve d'aller au temple d'Angkor. Ok. Voilà, donc c'est un temple au milieu de la forêt. Ouais. Enfin, vous devez sûrement avoir l'image. Donc voilà, ça. Et puis tout ce qui est civilisation aussi, Égypte. Et pareil, Amérique du Sud pour les temples, les constructions. Enfin, voilà. Mais je pense que Léo, toi, ce qui te branche le plus dans les voyages, c'est l'aventure. Oui, totalement. Plus dans la destination ou dans la manière de voyager ? Dans la manière de voyager. Okay. Parce qu'on peut trouver de l'aventure partout, on a déjà parlé. Oui. Là, prochain projet avec Mathéo, et tout le monde, parce que je crois que tout le monde a envie de le faire. On va faire du bushcraft en Limousin. Bushcraft, c'est un nom un peu trop pro. On va faire des cabanes dans la forêt avec des machettes. Voilà. On va faire des cabanes. Et on va Et cuire ça, des on patates. aime l'idée. dans le Annelle, feu. tu viens faire des cabanes avec nous ? Ah mais carrément, allez. tous les jours. Donc ouais, Léo m'a dit, tu fais un sac avec des trucs dedans qui pourraient servir au cas où on doive passer une journée ou deux dans la nature. Est-ce que ton sac est fait ? Non. Ça doit faire genre 2 mois que tu m'as parlé de ça. J'ai toujours pas fait le sac. Je t'ai dit du Enfin, jour au lendemain, je te dis. Il est sur le dossier du truc, il y a un couteau dessus et un mousqueton. Ça suffit. Voilà, en ce moment, il fait quand même froid la nuit. Peut-être une couverture de survie ou c'est ça, au moins un truc pour se couvrir. duvet, quoi. Bah voilà pour le sujet d'aujourd'hui. On vous fait des bisous. Ouais, bisous à vous. Merci de nous avoir écoutés et merci de nous avoir accueillis, les gars. À très bientôt pour un autre sujet. Ouais, À bientôt. carrément. Salut. Salut tout le monde.